fini deuxième sans jamais avoir fait un seul rallye. Je me souviens très bien parce que mon copilote qui avait fait de nombreux rallyes avec des pilotes de Renault, il a été effrayé tout le week-end. Et je pense qu'il a eu la peur de sa vie. Il y a effectivement eu un moment, ce jour, où je me suis dit, en fait, je vais pouvoir y arriver. Et j'ai jamais pu imaginer que je me retrouve un jour sur la scène mondiale avec le statut d'un pilote officiel pour un constructeur. Je fais un métier de rêve. Il y a des milliers de gens qui rêveraient de faire ce que je fais. J'ai une diversité qui n'existait dans aucun autre sport automobile. Et après, j'ai la conscience du fait qu'il peut y arriver un jour quelque chose. Ma famille en est consciente. Je leur ai toujours dit. Je préfère mourir dans ma voiture de course que de me faire écraser sur un passage piéton. Aujourd'hui, on a un épisode vraiment cool. On est avec Thierry Neuville aujourd'hui. Alors, on t'a écrit une petite introduction. C'est la tradition ici. Donc, toute petite intro. Donc, t'es prêt? C'est comme dans les talk shows à l'américaine, tu sais, où avant que tu rentres sur scène, il y a la petite présentation. Alors, pour les passionnés de rallye, aujourd'hui, l'épisode est pour vous. On a le plaisir d'accueillir une légende du sport avec nous aujourd'hui, avec 63 podiums en WRC, dont 19 victoires, une étant ici où on est maintenant, au Rallye de Monte-Carlo en 2020. Faites du bruit pour Thierry Neuville. Ouais. Merci. Belle introduction. C'est les bons stats. C'est les bons stats. J'ai pas fait. C'est les bons stats. Il est très fort pour ça. Très fort pour ça. Ça fait plaisir. C'est des sacrés stats. Hein. Oui, c'est des sacrés stats, mais il manque toujours le titre sur lequel on se bat ou pour lequel on se bat depuis des années. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça a toujours été un objectif que je veux encore atteindre. J'ai encore peut-être l'opportunité de l'atteindre, mais c'est vrai que ça fait quelques années que ça dure et c'est pas évident. Ouais, tu m'étonnes, ça c'est le but, l'objectif ultime, quoi. Oui, mais... je pense que c'est l'objectif de tout jeune pilote qui espère un jour devenir professionnel. Maintenant, ça se fait en phase, parce que la première phase pour moi, c'était clairement de devenir pilote de rallye, que ce soit dans un petit championnat régional ou national. J'ai jamais pu imaginer que je me retrouve un jour sur la scène mondiale avec le statut d'un pilote officiel pour un constructeur. Et ça depuis maintenant déjà quelques années. C'est ça le truc. Quand je lis ces stats, je me dis, imagine si on disait ça à un jeune Thierry, si on te donnait ces stats-là. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as commencé vraiment à te dire c'est possible, je peux atteindre la WRC, je peux avoir des victoires? Oui, il y a effectivement eu un moment, ce jour où je me suis dit, en fait, je vais pouvoir y arriver. Ouais. Je vais pouvoir y arriver. Je savais que ça allait quand même pas être facile, mais il y a ce jour, un moment où je me suis dit, mais en fait, tu es en train de réaliser ton rêve de gosse, que depuis que j'avais 4 ans, que je voulais toujours être pilote de rallye, rien d'autre. Pourtant, j'habitais à 15 minutes du circuit de Spa-Francorchamps toute ma jeunesse, mais je voulais toujours être pilote de rallye. Je trouvais ça plus spectaculaire et je pense que voilà, le fait qu'on allait voir les rallyes, qu'on voyait les voitures se cracher, etc. Ouais. Je me dis, moi, un jour, je veux faire ça. Et puis, j'ai toujours rêvé de ça. Et peu à peu, j'ai réussi à faire un chemin dans le milieu du rallye. Et puis un jour, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, en fait, tu es en train de réaliser ton rêve et maintenant, il faut se mettre les objectifs suivants qui vont te permettre de devenir pilote professionnel. Ouais. Et ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais j'ai toujours suivi mon objectif et puis ça a fonctionné. Ouais. Pour en revenir donc un petit peu, on va commencer par le début. Donc tu disais que t'allais, donc toi quand tu étais jeune, t'allais avec ton papa, si je ne m'abuse, voir, t'allais à Spa, mais t'allais aussi voir des rallyes. Il a sorti si je ne m'abuse, quand même. Genre celle-là, je l'ai pas entendue depuis longtemps, mais tu l'as bien calé. Commence bien. Ouais. C'est ça. Effectivement, on allait toujours à Spa. Il y avait les 24 heures de Spa-Francorchamps. Je me souviens qu'on allait tous les jeudis soirs, quand il y avait les essais libres, on allait voir dans la nuit. C'était toujours le highlight de la saison, mais il y avait aussi la Formule 1 que j'ai été voir des nombreuses fois. Mais surtout, il y avait toujours le rallye de Spa, il y avait le rallye de Condro. C'était 2 rallyes mythiques où j'avais le droit d'accompagner mon père un des 3 jours de course pour aller voir les rallyes. On avait notamment un pilote qui s'appelait Bruno Thierry, qui avait fait du championnat du monde, qui venait de la région, qui courait à cette époque-là aussi en championnat de Belgique de temps en temps. Donc, c'est tous des moments où voilà, j'ai pu en profiter
de voir les voitures défiler sur les routes, de voir ce sport que je trouvais hyper spectaculaire et puis continuer à rêver d'être un jour un pilote de rallye. Et suivant ça, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer là-dedans au tout début? Un sacré coup de volant. Ouais, c'est clair. Ouais, mais après, il faut. Ouais, ça commence par où? Par le karting, ça aussi? Non, même pas. Après, j'en ai fait des kartings, mais jamais professionnels, mais du karting indoor régulièrement. Mais il est vrai que mon père, à un moment donné, il avait acheté une quad quand j'avais, je pense, 5-6 ans. Et en fait, il l'avait loué pour un week-end. Je me souviens très bien, il l'avait loué du vendredi au dimanche. Et en fait, le dimanche, quand il fallait rendre le quad, on était tous super tristes, moi et mon frère aussi, qui est 3 ans plus jeune. Et alors, quelques mois plus tard, il en avait acheté une pour nous. Et du coup, c'est parti de là. Tous les 2 ans, il y avait un modèle un peu plus puissant. Donc, je roulais tout le temps, tous les week-ends. Je passais mon temps sur le quad, dans les champs, dans les routes autour de la maison. Kiff quand même. Grave. Et j'ai rapidement senti que voilà, j'étais très à l'aise avec la glisse, avec la vitesse. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'allais être compétitif en voiture ou autre. Et il est venu le moment où je me suis lancé dans l'autocross quand j'avais 17 ans, je pense. Je dis pourquoi pas, je tente, ça coûte pas trop cher. J'allais travailler les mercredis, les samedis pour me faire un peu d'argent de poche, pour pouvoir préparer une petite voiture d'autocross. Et je me suis lancé. Petite, là, Ouais. Tout petite. À l'époque, j'ai commencé avec des 1000 cm3. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. 45 chevaux maximum. Magnifique. Je me suis lancé là-dedans. Et voilà, j'avais un bon coup de volant. Et 2 ans après, je me suis retrouvé à faire mon premier rallye avec une voiture que j'avais achetée pour pas très cher, que j'avais préparé un petit peu moi-même. Et premier rallye, c'était le rallye de Luxembourg. Je finis 2e. Ah oui, ok. J'ai fini 2e sans jamais avoir fait un seul rallye. Je me souviens très bien parce que mon copilote qui avait fait des rallyes, des nombreux rallyes avec des pilotes vraiment de renom, il a été effrayé tout le week-end. Il s'est dit qu'un jeune qui roule aussi vite, ça va pas aller jusqu'au Ouais, ça va pas bout. finir. Ouais. Et je pense qu'il a eu la peur de sa vie tout au long de la journée. Mais voilà, on a réussi à finir le rallye. J'ai fini 2e. Et ça, c'était vraiment les débuts pour moi en compétition. Et après, une fois, les gens, ils ont dû voir ça et ça a commencé à parler. La famille, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par pistonaddict.com, la plateforme pan-européenne pour la vente en ligne de voitures de collection et d'exception. Bon, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de comment ça marche exactement, Piston Addict ? D'accord, mais en tant que vendeur ou acheteur, surtout vendeur, vous mettez votre voiture en ligne sur la plateforme. Vous avez le choix d'un prix de réserve, ce qui vous enlève un peu tout le risque dans votre vente, c'est-à-dire vous choisissez un prix minimum auquel vous voulez qu'elle se vende. Très bien. Et ensuite, Piston Addict s'occupe pendant les 7 jours de la vente du marketing de votre voiture. C'est quand même pas trop mal ça. C'est magnifique. Et est-ce que, mon Émeric, t'as fait un petit tour pour trouver une voiture qui te disait ? Alors j'ai fait un petit tour, c'est vrai que le site est pas mal. Et j'ai trouvé une Alpine A110 avec une super configuration et un prix de départ dans les enchères à 12 000 €. Donc c'est quand même assez cool. Bon, après, elle ne se vendra pas à ce prix-là, je pense. Mais ouais, ça donne une idée, ça donne commence, une idée, ça donne toujours envie. Et en plus de ça, on vous a négocié la gratuité des frais de mise en service pour le pack classique vendeur, juste avec le code qui s'affiche sur l'écran maintenant, Propulsion. Et aussi, je vous conseille d'aller sur Piston Addict pour vous mettre sur la newsletter parce que ça vous permet de suivre toutes les nouvelles voitures qui arrivent en vente. Franchement, c'est fascinant juste de suivre les prix. Ça donne une très bonne idée aussi des prix du marché en ce moment. Mais tu sais jamais, il y a peut-être une voiture qui t'intéresse, qui arrive. Par exemple, moi, j'ai trouvé une Porsche 996 que j'ai trouvé très sympa. Toi, tu as trouvé une Ferrari, il me semble aussi. Une 348 TB, assez mignonne. Assez mignonne. Bon, toutes ces voitures risquent de plus être en vente sur le site quand vous regardez ça, mais il y a toujours des voitures très intéressantes de collection et d'exception. PistonAddict.com, merci pour votre confiance, merci de soutenir Propulsion et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. Tout à fait. Il y a surtout la fédération belge, la RACB, qui avait lancé un contest. À l'époque, ça s'appelait le Ford RACB Rally Contest, donc c'était en collaboration avec Ford Belgique. Okay. Ils ont dit, nous, toutes les jeunes en Belgique entre 18 et 21 ans, venez vous inscrire. Pour à l'époque 50 €, je pense qu'on pouvait s'inscrire.
venez avec votre voiture, venez me montrer un petit peu sur un proving ground à Bruges, c'était votre car control, une petite interview. Je l'ai fait la première année 2006, j'ai pas été en finale, mais je parlais aucun mot français, donc c'était compliqué quand même. On était en belge, on parlant que de l'allemand, ni le flamand et vraiment très peu de français. Mais j'ai tenté ma chance l'année d'après où j'avais entre-temps appris un peu le français et j'ai été repris dans les 20 finalistes. Je me suis retrouvé dans les 3 finalistes et à la fin, c'était le chrono qui a décidé et je suis sorti vainqueur. Et du coup, j'ai bénéficié de ma première saison offerte en championnat de Belgique de rallye. Parce qu'en fait, ça se passe comme ça. En fait, tu achètes ta voiture d'abord, si tu es passionné, machin. Tu fais des rallyes, tu t'inscris à des rallyes. Oui. Et après, si tu gagnes, tu fais des performances, là, on te donne ta chance. Moi, j'avais même pas besoin j'aurais pas eu besoin de faire des rallyes auparavant, mais forcément, ça m'a aidé lorsque je me suis retrouvé face à d'autres jeunes avec un certain talent dans ce shootout. Et notamment d'avoir fait 2 rallyes auparavant, ça m'avait aidé à faire le meilleur chrono ce jour-là et d'être élu. Et à partir de là, j'ai été soutenu par la RACB, par la fédération belge qui entre-temps avait lancé le RACB National Team. Donc c'était la filière belge pour soutenir les jeunes sportifs, notamment Stoffel Van Doorn, que je pense tout le monde connaît, faisait partie de cette équipe-là. Mais lui, dans les voitures de Formule, sur le circuit, on a eu d'autres pilotes. Il y a eu Bertrand Baguette qui aujourd'hui court au Japon en Super GT. Et il y en a des nombreux autres pilotes qui ont eu leur chance après moi. Mais il est évident que on n'a pas chaque année un nouveau talent qui perce. Mais en tout cas, pour moi et Stoffel, je pense que c'est nous deux qui sont les deux qui sont vraiment réussis à percer à travers ce programme. À travers ce programme avec le soutien du RACB. Le sport auto en Belgique, c'est quelque chose quand même. À quel point c'est présent. C'est énorme, mais le problème, c'est que la RACB, par exemple, n'a pas vraiment de budget. Donc, en comparaison à d'autres pays comme la France et tout ça. Oui, mais après, je pense que la passion de l'automobile, elle est en Belgique, mais je pense qu'il y a plein d'autres pays où elle est également présente. Claire. Je pense juste que toutes les... on ne fait pas les mêmes efforts que la RACB a pu faire pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, la fédération française, la FFSA, qui fait ce programme de détection qui s'appelle Rallye Jeune, notamment où Sébastien Loeb, Sébastien G et d'autres pilotes en ont bénéficié. Et les RACB, c'est des exemples pour plein d'autres pays où le sport automobile fait partie de la culture. Je parle du Portugal, l'Italie. L'Italie, je pense que le rallye et le circuit est hyper populaire. Mais il n'y a pas ces programmes de détection de jeunes talents, et c'est quelque chose qui manque cruellement. Et cette relation aussi, tu en as parlé un peu avec le copilote pendant le premier rallye. Comment tu as réussi à le convaincre de venir avec toi si lui, toi c'est ton premier rallye, lui il a déjà fait, comme tu as dit, avec d'autres pilotes. C'était quoi pour lui la décision de venir avec toi C'est une bonne question. Je pense qu'à l'époque on était amis je savais que si j'allais me lancer dans un rallye, partir avec quelqu'un qui n'avait 0 expérience, ça allait être compliqué. Donc je lui avais demandé, il a rapidement accepté. Mais je pense qu'au début, après les premiers virages, il le regrettait il était déjà. Pas serein, Il le regrettait déjà. Mais ça n'empêche pas qu'après, j'ai quand même fait 2 ans de compétition avec lui. Forcément, il y a une confiance qui s'est installée avant que nos chemins se sont séparés, parce que j'allais courir en championnat du monde junior déjà. Et là, il lui manque aussi l'expérience. Et je suis retombé sur quelqu'un qui avait cette expérience-là, qui pouvait m'aider à progresser plus rapidement. Ça, c'était je sais pas comment on dit son nom, Gilles Soul. Non, juste avant, j'ai roulé avec Nicolas Klinger, qui était d'ailleurs l'associé de Daniel Elena avec leur société All Sports, qu'ils ont ici à Monaco. C'était notamment aussi via Daniel que j'ai réussi à faire le contact avec Nicolas. Et puis lui, qui avait beaucoup d'expérience, ça m'a aidé. Et ensuite, effectivement, après, je pense 2 ans de collaboration, j'ai encore changé de copilote. Et sous peu, il y a 3 ans,
j'ai été forcé aussi de changer de copilote. Ah, forcé donc. Ah, ok. Quelque part, oui. Ah oui, tu sais nous en dire un peu plus? Ouais, ça a été compliqué. Je peux pas trop en dire aujourd'hui parce que l'histoire n'est pas tout à fait réglée. Ouais. Mais voilà, je pense que voilà, mon copilote a changé fortement sa vie privée. Je pense que plein de choses ont été chamboulées et que on est arrivé à un moment où le contact entre nous deux ne passait plus. Ok. Puis il y a eu un peu de trahison de son côté. Puis voilà, la confiance n'était plus là. Et puis, C'est plus qu'un couple, quoi. ouais, ben, on avait passé 10 ans ensemble. Et 10 ans, je veux dire, 220 jours par an. C'est énorme. À 130 dans des virages. Donc je le voyais plus souvent que ma femme. Et encore aujourd'hui, mon copilote, je le vois au moins 3-4 jours par semaine. Donc, c'est une relation super particulière quand même. Parce qu'il y a, et j'imagine que la confiance, comme tu dis, c'est tout est là-dessus, quoi. Parce que si t'as pas la confiance... je dirais qu'à mes débuts, c'était une relation amicale. Aujourd'hui, c'est une relation de travail, d'environnement de travail. Lui, il fait son métier, moi, je fais le mien. Ensemble, on fait une équipe et chacun connaît parfaitement son rôle. Et c'est ça notre relation. On part pas en vacances ensemble. Je veux dire, ça arrive peut-être 1 ou 2 fois par an où on se rencontre avec nos épouses et on va faire un restaurant. Et encore, si je dis 2, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est très intéressant. Ouais, d'entendre les coulisses de ça, moi je trouve ça fascinant. Parce qu'on se dit qu'un pilote de rallye et son copilote doivent être, enfin, où on a l'image qu'ils doivent être un peu comme des frères, quoi, parce que tu as tellement de confiance l'un dans l'autre. Mais d'entendre ça d'un aspect, oui, tu as eu ça, tu as vécu cette partie-là. Ensuite, tu es passé aujourd'hui à une partie un peu plus, on va dire, dans le travail, qui voit ça de cet aspect-là. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que toi, tu préfères? Je sais que c'est très différent, mais est-ce que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre? Ou peut-être qu'un est plus dirigé vers le succès final? Non, je privilège clairement la relation de travail, plus que la partie amicale. D'ailleurs, il y a eu, après le divorce avec mon copilote juste avant, il y a eu l'opportunité que je reparte avec un copilote qui est aussi un ami, et j'ai privilégié ne pas prendre cette voie-là parce que voilà, on a une relation amicale et que dans un environnement de travail, ça pourrait amener des complications. Et je ne voulais pas mettre en péril cette amitié parce que voilà, on est là pour travailler, on a de la pression, on travaille pour un constructeur. Donc, on a des obligations et voilà, il y a des temps et des moments de tension. Il y a des moments où voilà, on n'est pas content l'un de l'autre. Et voilà, dans une relation amicale, c'est toujours très vite, très difficile à gérer. Mais c'est comme ça dans beaucoup de travail, quoi. C'est toujours un risque de rentrer avec un ami parce qu'il va arriver ce moment où tu dis pas un truc que tu devrais peut-être dire. Et ça s'accumule, et finalement, quand ça sort, ça sort 10 fois plus fort. Ça peut être de trop. Sauf que là, en plus, tu as le cas de figure où ils vont au bout d'eux-mêmes dans leur corps, parce que c'est des pros. T'as la pression en plus, t'as ce côté-là qui doit être... Oui, c'est la pression en fait partie, ça c'est clairement quelque chose. Je pense que c'est ça qui aujourd'hui enlève un petit peu la partie plaisir du métier. Je fais un métier de rêve, j'ai réalisé mon rêve. Il y a des milliers de gens qui rêveraient de faire ce que je fais. Mais avec le temps et avec notamment la pression, il est vrai que voilà, quand je pars à une course, je pars au boulot quelque part. Quand je pars sur des essais, je pars au boulot. Ça peut être étrange pour ceux qui vont nous entendre ou entendre maintenant. Mais voilà, il y a une habitude qui s'est installée. J'ai fait des centaines de milliers de kilomètres derrière le volant d'une voiture de course. Donc, je veux dire, il n'y a plus rien de nouveau. Mais je m'amuse toujours, une fois que le casque est sur la tête et que je suis en spécial. Il est évident que j'ai toujours cette partie de plaisir. Mais la seule chose qui compte, c'est de voir le chrono à l'arrivée. Quand je pars au début d'une spéciale et que j'arrive à l'arrivée,
évidemment, j'ai pris une partie de plaisir, mais je pense quand même tout le temps qu'au chrono. Ouais. Efficacité, pas faire d'erreur, voir où est-ce que je peux gagner du temps par rapport aux autres. Et à l'arrivée, j'y arrive. La première chose que je veux voir, comment est le chrono. Ouais. Et Ça, c'est le côté compétiteur aussi. c'est le côté compétiteur, mais c'est aussi parce que je sais que voilà, je dois délivrer, je dois aller chercher des résultats. On joue un championnat. Je ne suis pas seul parce que j'ai des coéquipiers aussi, mais on a cette pression, et encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je veux dire que les programmes de sport automobile sont quand même beaucoup plus à risque qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière, où les constructeurs, ils avaient les moyens, ils les mettaient sans compter, et même si les résultats n'étaient pas forcément les bons, ça ne changeait pas grand-chose. Qu'aujourd'hui, les résultats, c'est important, on regarde à tout, donc il y a encore plus de pression, je dirais, aujourd'hui que par le passé. Est-ce que tu trouves que, donc ça c'est très intéressant ce que tu dis, la partie un peu financière de la chose, comme à l'époque les gens dépensaient sans compter. On a vu aujourd'hui que la F1 a été rachetée par Liberty Capital et donc aujourd'hui ça devient vraiment un show business énorme. C'est devenu vraiment une attraction où ils essayent de vendre bien sûr beaucoup de tickets et bien à des prix exorbitants pour certains, ce que je suis totalement d'accord. Aux États-Unis par exemple, c'est énorme. Est-ce que parce que le rallye, pour moi, ça a encore plus une âme que la F1 avait avant. Tu vois cet aspect, C'est magique. cet aspect de magie, des gens qui sont sur le bord des routes, qui, tu vois, ils viennent le matin, ils font leur barbecue à la limite et tu passes toute ta journée là. Est-ce que tu penses que le rallye va garder cette âme? Est-ce qu'il y a moyen que ça puisse changer? Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est très touchy parce que c'est quelque chose dont on parle depuis, je dirais, plus ou moins 1 an et demi maintenant avec les promoteurs, les organisateurs des rallyes. Il est clair que la F1, depuis que Liberté Média a repris la promotion du championnat, a fait un bond énorme. Il est clair aussi que, voilà, avec les séries Netflix, etc., ça leur a profité. Et aujourd'hui, ils ont un public, pas seulement de passionnés, mais aussi des gens qui sont fans des pilotes, des écuries, des patrons d'écuries. Et oui, c'est des vrais, mais c'est devenu des stars, quoi. Et eux, c'est des superstars. Il y a les groupies, tout à fait. Et je pense que ça a eu un impact très positif sur la Formule 1. Je pense que aujourd'hui et dans les années à venir, ils vont avoir du mal à tout le temps faire mieux, etc. Mais aussi faire mieux en gardant quand même toujours l'esprit sportif de la compétition. On l'entend aujourd'hui, on voit Max Verstappen qui dit que voilà, ce show, j'en ai rien à Vegas. Voilà, moi, je veux faire de la compétition, je veux rouler et voilà. Mais je pense que ça fait partie. Mais évidemment, il y a un juste milieu à trouver. Et en rallye, on est clairement, on a quelques années de retard par rapport à la Formule 1. Et on n'a pas fait ce bond qu'on aurait dû le faire, d'aller un petit peu dans cette direction, de créer un peu plus de spectacle. Pas de spectacle en spécial, mais autour, donner quelque chose aux fans, attirer des nouveaux fans, attirer ce genre de jeunes fans aussi qui ne connaissent pas forcément le sport, mais qui s'intéresseraient peut-être plus à la marque, aux pilotes et autres. Donc il faut créer des caractères. C'est ce que Netflix a super bien réussi avec la Formule 1. Et en rallye, ça manque. Et on le sent clairement parce que aujourd'hui, je pense que la promotion et le rallye en même est sur une pente descendante. Et il va falloir réagir rapidement pour rehausser un petit peu l'intérêt au rallye, le niveau du rallye, etc. Je serai probablement plus là quand ça arrive. Mais j'ai quand même, et je pense que c'est une de mes missions aussi, étant un pilote qui est là depuis de nombreuses années, à essayer d'aider la FIA, essayer d'aider les organisateurs et les promoteurs de faire ces pas maintenant pour que dans 2-3 ans, ça porte ses fruits. Et Netflix ne pourrait pas aider sur ça? Enfin, il pourrait faire un peu la même chose? Oui, il y a eu des discussions, mais je pense que tout simplement, le promoteur a été trop gourmand. Et du coup, ça ne s'est pas réalisé. J'ai rencontré les gens de Netflix au Rallye de Sardaigne en 2020. Ils nous ont expliqué qu'ils viennent voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de moyen de faire, quelles histoires on peut raconter, etc. Il est évident que le rallye, c'est beaucoup plus compliqué à filmer,
à créer des histoires parce que déjà, on n'a pas la compétition l'un contre l'autre, on n'a pas le contact sur les pistes, on court contre le chrono, on est beaucoup moins d'écuries, on en est 2,5 aujourd'hui. Mais ils peuvent jouer ça avec les. J'aime bien 2,5, ouais. Ouais. C'est vrai. Ils peuvent jouer avec les voitures, parce que quand on jouait à la console, il y a toujours la voiture qui te gagnait, le Phantom, ils peuvent jouer comme ça. Ils le font aussi, ça existait déjà il y a 10 ans, les comparaisons La voiture Phantom, Phantom, etc. c'est stylé. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, le rallye est dans une période dans une phase où il doit se remettre en question, trouver des solutions, créer un peu plus de spectacle, peut-être raccourcir un peu le format des courses parce que il y a 2 rallyes, on est au Central European Rally, on a traversé 3 pays, on a commencé le jeudi midi, on a fini le dimanche à 18h. Je connais personne aujourd'hui qui reste scotché 4 jours derrière son écran à suivre le rallye. Et entre les spéciales, parfois il y a 6-7 heures d'attente parce qu'on fait une spéciale en Tchéquie, après on doit faire la route jusqu'en Autriche, etc. Donc c'est compliqué. Après, il y a une raison pour tout cela parce que les rallyes c'est pas facile à organiser. On n'a pas un circuit avec toute l'infrastructure autour. On est au milieu de nulle part, on ferme des routes, on doit avoir les autorisations, ça devient de plus en plus compliqué. Donc il y a un tas de choses. Mais ça n'empêche pas que le rallye aujourd'hui reste toujours un sport aimé, un sport spectaculaire. Je pense que c'est le seul sport aujourd'hui encore où il y a très peu de stratégie et que c'est purement la vitesse qui fait la différence. Ouais. Et quand j'en parle à d'autres pilotes qui ont fait le WEC et la Formule 1, ils me disent mais on est jaloux. Vous, dès que vous partez de la ligne, dès que c'est le 0, vous partez, vous êtes à fond jusqu'à l'arrivée. Il n'y a rien à calculer. Il n'y a pas de tire management, tout ça. Il y a un peu de tire management, mais dans le sens où si c'est une longue spéciale, il ne faut pas surchauffer les pneus. Ouais. Si la spéciale est plus sec que prévu, mais je suis parti avec une gomme tendre, je dois gérer un petit peu, ne pas cramer le pneu. Ça c'est du management, mais je suis quand même à la limite de ce que je peux faire. Ouais. Je ne dois pas avoir ma consommation de fuel ou gérer justement mes stints parce que mes pits, etc. On n'a pas tout ça. T'as un plan et c'est plan A et c'est ça. Qui va être le plus rapide, c'est toujours comme ça. Comment je peux être le plus rapide? Ça, je trouve que c'est une chose qui pourrait se prêter tellement bien du coup à un format, que ce soit Netflix ou n'importe, qui montre un peu le rallye, parce que l'adrénaline, quand il va, une fois que tu y es, c'est incroyable à regarder. Il y a tellement d'adrénaline. Oui, il n'y a pas les moments où les voitures se touchent et tout, mais il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'accidents. Et il y a cette peur et il y a cet enjeu qui est là et qui doit quand même, je pense, être quelque chose. Enfin, je sais pas, peut-être. Est-ce que tu penses, toi, à ce côté-là, au côté danger? Parce que nous, quand on regarde le rallye, pour des personnes lambda, on voit ça, on se dit, mais wow, genre, ils ont zéro peur. Quoi. Après, est-ce que c'est beaucoup plus dangereux que de rouler à 350 sur un circuit, se prendre un rail? Je ne le sais pas. Quand même, là, il y a un arbre. Oui, il y a l'arbre, mais bon, je ne suis pas à 350, moi à 200, je suis au routeur. Mais la différence, c'est que vous vous adaptez à un environnement. Oui. Alors que la différence avec un circuit, ils font en sorte que l'environnement s'adapte à la voiture. Donc, plus ou moins, oui, tout à fait. C'est ça que j'aime toujours bien dans mon métier, c'est que j'ai une diversité qui n'existe dans aucun autre sport automobile. Aujourd'hui, je peux démarrer une spéciale sur une route large, me retrouver dans une partie super étroite, choper la pluie à la fin, et même au Japon encore, on a retrouvé la neige sur les hauteurs de spéciale. Donc, il faut constamment s'adapter et être capable de réagir en une fraction de seconde, dixième ou millième par rapport aux conditions qu'on a en face de nous. Donc ça, c'est sympa. Puis le fait de pouvoir faire des passages très spectaculaires de temps en temps, ça donne cette adrénaline qu'on a besoin quand on est un vrai compétiteur et un vrai fan de sport automobile. On interrompt vite fait pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Oui. C'est nous. Ok. Ouais. Ah bon, c'est nous. C'est nous la famille. Non, en vrai, on a développé Propulsion Shop. Ça a été un kiff pour nous, mais c'est surtout, c'est pour partager ça avec vous. C'est quelque chose qu'on trouve super intéressant. On a trouvé cette nouvelle passion pour développer ça au passage en faisant Propulsion. Et c'est important qu'on partage avec vous ce qui est dispo. Donc, on va vous en parler vite fait ici. C'est Propulsion Shop. Tous les liens sont en dessous. On a bien sûr les t-shirts que vous voyez en noir et en blanc.
avec le You Drive Me Crazy sur l'arrière. 220 GSM, donc c'est bien lourd, c'est oversize. On peut le dire, les gars, on en est fiers de ça. Et surtout, ça nous aide tellement pour pouvoir produire les épisodes que vous voyez là, que ce soit le matos, les voyages qu'on doit faire, etc., pour aller voir les invités. Donc si jamais quand vous voyez ça, il y a déjà des choses qui sont sold out, épuisées, on va essayer d'en ramener le plus vite possible. On a aussi les porte-clés simili-cuir qui sont dispo en marron pour l'instant avec les finitions en or. Ça, c'est vraiment cool. Tu peux mettre sur ta clé de voiture, ta clé de maison, ou tu peux même les mettre en boucle d'oreille. Ça, c'est à toi de voir. Et on a bien sûr les stickers en plein de tailles différentes pour ta voiture ou ton camion, pour ton ordinateur ou ton téléphone. On a le P où on est 100% sûr que c'est légal sur ta voiture, et on a le P où c'est plus une vanne, le P à propulsion. Pas convaincu, ça, exactement comment ça marche sur ta caisse. Si tu as envie de le tenter pour la blague, ou sinon tu peux le mettre sur ton ordi ou quoi que ce soit. En tout cas, nous, dès qu'on croise une voiture, un scooter, un camion, ou même un ordinateur ou un téléphone avec les stickers, on va bien sûr venir vous voir, vous klaxonner sur l'autoroute. Voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir partager ça avec vous. Donc il faut quand même qu'on vous en parle, qu'on vous parle de toutes les nouveautés. On espère que vous kiffez ça. En tout cas, nous, c'est quelque chose dont on est très fiers. Et on est content de pouvoir aller sur cette aventure avec une communauté qui est aussi bienveillante que vous. Merci la famille. Merci. Ça vous dit, on continue avec l'épisode ? C'est parti. Ciao, à tout de suite. Je pense naturellement au danger. Je pense il y a quelques années à Craig Breen qui malheureusement a eu un accident grave. Il était dans ton écurie où il était un de tes coéquipiers, c'est ça ? Et je voulais juste savoir par rapport à ça, pas pour être trop émotionnel ou quoi, mais ça te rappelle quand même que vous êtes humain et qu'à la fin de compte, il y a cet enjeu, cet aspect-là de la vie qui en fait partie ? Ou ça fait partie du jeu, peut-être ? Non, le risque est toujours là. Après, moi, je dis ça à chaque fois quand quelqu'un me pose la question, mais je sors de là, je tombe de la marge, je me casse la nuque et c'est fini. Je traverse la route, quelqu'un me voit pas et me roule dessus, c'est pareil. Aujourd'hui, je me sens très en sécurité dans ma voiture, donc ça, c'est la première des choses. J'ai pas l'impression d'avoir peur quand je roule, donc c'est la deuxième des choses importantes. Et après, j'ai la conscience du fait que il peut y arriver un jour quelque chose. Mais je sais que ma famille en est conscient. Je leur ai toujours dit. Je préfère mourir dans ma voiture de course que de me faire écraser sur un passage piéton. Donc je pense que, évidemment, si ça arrive, il y a une certaine tristesse. Parce que moi, j'en sentirai rien. Mais c'est surtout pour les proches que ça sera difficile. Mais je sais qu'ils sont bien conscients que, voilà, moi, j'ai vécu pour ça. Il n'y avait que ça qui comptait dans ma vie. Ça a toujours été, je veux dire, le numéro 1 dans ma vie. Et je fais ça depuis de nombreuses années. Donc, je me dis que, voilà, si ça devait arriver un jour, c'est la fatalité. Mais tous les sportifs font ça, de toute façon. Oui. En général. On prend tous des risques. Et je veux dire, le nombre de blessures sont plus élevés en football qu'en rallye aujourd'hui. Sans doute. Mais il est évident que le risque de mourir est peut-être plus élevé en rallye qu'en football. Donc voilà. En même temps, il y a Neymar, donc. Après, pour revenir à ta question, invité de podcast. Pour revenir à la question, qui était pas mal dans le sens où Craig Breen, effectivement, c'était cette année d'ailleurs qu'il a eu l'accident en avril, lors des séances d'essai en Croatie. Il est décidé sans avoir fait vraiment d'accident. C'est ça qui est quelque part. Je me dis, en fait. Quand on m'a appelé et qu'on me dit Craig a eu un accident, j'ai dit c'est grave, on m'a dit fatal, on s'imagine le pire. Je me dis il est sorti de la route, la voiture est détruite. Et tout. C'était en reconnaissance ou quelque chose Non, comme ça, même pas, c'était en test préparation, donc il était dans la voiture de course. La météo était un peu mauvaise, sur un freinage, il fait un peu d'aquaplaning. Allez, il va 1m50 maximum plus loin que la route. Il n'y a même pas de fossé, rien du tout, mais il y a une barrière en bois. Pour un escalier qui montait, qui rentrait par la vitre latérale, qui lui a cassé la clavicule. Et juste la clavicule, sauf qu'elle, elle a percé la aorte, il s'est endormi dans les 2 secondes qui suivaient. Donc, on se dit, il ne faut même pas un gros accident pour en rester là. Donc voilà. Ouais, c'est triste. Mais cette notion de peur, moi, je ne sais pas du tout, mais
de ce que j'ai pu vivre, parce que je suis monté une fois en voiture de rallye, tu penses que tu vas avoir peur, et limite quand tu es assis ici, tu as plus cette notion de la peur, parce que tu te dis, je vais quand même faire quelque chose de dangereux, mais quand tu es dans le moment, tu vis le moment et tu profites du moment. Donc, je sais pas si je vous avais déjà dit avant qu'on fasse ce podcast, mais j'ai eu le privilège et l'honneur de monter avec Thierry dans une voiture WRC. C'était au Portugal, il me semble. Oui. Ouais. Et juste avant, je me rappelle, tout le monde me demandait, mais est-ce que t'es appréhensif ou t'as peur de rentrer, parce que quand même c'est une voiture de rallye. Et je me posais, j'étais là, tu sais quoi, maintenant que tu me demandes, ouais, un petit peu. Après, je savais que j'étais en de bonnes mains, donc il y avait ça. Les 2 minutes avant, là, ouais, tu dis, attends, wow, c'est un peu imposant, mais plus par tout ce qui est autour, la voiture qui fait du bruit. Nous, on se rencontrait pour la première fois et c'est en mode, salut, bon, bah maintenant, on va aller se balancer sur un stage de rallye. Mais quand t'es dans le moment, c'est juste un pur kiff. Et moi, ça, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai dans une voiture, parce que les sensations que tu m'as fait procurer, j'étais en train de lire des questions. Ouais, donc ça, je vous le conseille pas. Si jamais vous avez la chance de rentrer dans une voiture de rallye, de lire en même temps. Et tu sais que moi, j'étais pas au courant de ça jusqu'à une demi-heure avant. Ils me donnent des cartes, ils disent tu vas devoir lire ces questions, et toi tu les répondais. Ouais. Incroyable d'ailleurs, de manière tellement calme. Et nous, je sais pas les vitesses qu'on faisait, mais ce que tu sais pas, c'est que le co-drive au Rallye Portugal, c'est le plus dangereux de tous. Ah, nickel. Qu'on peut faire, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois qu'en fait, après le Portugal, généralement, je finis sur le podium. On a fait une belle fête après le rallye, Ah, ok. parfois a duré plus longtemps que prévu. Et alors, c'est vrai que le lendemain, quand il fallait monter dans la voiture, c'était toujours un peu dur. Mais, Ça s'est pas vu en tout cas. T'avais l'air en forme, ouais. Je fais toujours en sorte quand même d'être en forme. Ouais. Je sais que voilà, il y a quand même une certaine responsabilité. Mais s'il y en a un qui est toujours un peu chaud, c'est le Portugal. C'est le Portugal. Donc, voilà. Moi, je l'ai pas ressenti. Tout ce que j'ai ressenti, c'était quand même adrénaline et kiff. Et Toi, t'auras fait Jean Ragnotti, Thierry Neuville, je dirais en soi, c'est déjà pas mal comme palmarès. J'ai énormément de chance. Ouais, c'est spécial, et c'est comme les autres sports auto que j'ai eu la chance de faire. Tu ne réalises pas jusque quand tu es dedans. Ouais. Quand tu le vois à la télé, à la limite, le rallye, ça, quand même, c'est très impressionnant à la télé. Sur circuit, les voitures circuit, des fois, tu as Spa, il y a des circuits qui mettent en avant un peu, c'est impressionnant à regarder. Silverstone, mais il y a des circuits, tu regardes et ça n'a pas l'air si rapide. Le rallye, oui, tu regardes, mais quand tu es dans la voiture, là, il y a vraiment des moments, nous, qu'on est montés ensemble, où je me disais, mais c'est pas... Enfin, comment est-ce que c'est même physiquement possible, quoi, que là, on est passé et ouais, c'était dingue. Ça m'a laissé un petit peu... J'avais mal au cou après, parce qu'on s'est pris un saut. Le saut, ouais. Et du coup, comme je lisais, je savais pas qu'il y avait le saut qui arrivait. Et donc, d'un coup, je sens un petit peu de truc, je me dis... Attends, il y a un truc, là, on touche pas le sol. Et le temps que je monte et que je regarde, pam, je reprends le truc. Mais non, ça, c'était très spécial. Et le Portugal, c'est magnifique. Est-ce que c'est un de tes rallyes préférés, ou on doit te demander tout le temps pareil, mais... Non, ouais, pas forcément. Moi, j'aime toujours bien rouler sur l'asphalte. Ouais. Et il y a très peu de rallyes asphalte dans le calendrier durant l'année. Mais voilà, j'aimais toujours bien le rallye en Allemagne. À l'époque, il était à Trèves, dans les vignes, c'était super beau. Et bon, c'était forcément proche de la frontière belge. Il y avait énormément de spectateurs et je me régalais à chaque fois. Je jouais souvent la gagne. Donc ça reste des bons souvenirs. Malheureusement, aujourd'hui, on ne le fait plus. Après, les rallyes de Mexique, parce que les spéciales sont belles, le paysage est magnifique. C'est une culture différente. Rallye Mexique, une bonne soirée à la fin. Un moment légendaire aussi. Je crois que c'était en 2015. Avec la petite bouteille de Corona. Exactement. Ouais, c'était en 2014. 14, voilà, la 14. première année de Hyundai. Effectivement, cette histoire revient toujours sur la table. Ah oui, mais c'est légendaire après. On est obligé. C'était le premier podium pour Hyundai en WRC. J'avais fini 3e et dans la dernière spéciale, justement, il y avait un saut et j'avais endommagé à l'atterrissage le radiateur qui fuitait. On s'est rendu compte sur le retour vers le service park où le rallye en soi finit réellement. Donc il fallait absolument y arriver. Et on avait une fuite d'eau. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà plus d'eau dans le radiateur. Et alors, on avait reçu par l'organisateur au podium à l'arrivée de la dernière spéciale
une bouteille de Corona, mais une grande bouteille de Corona. Ouais, exactement. Alors il en restait plus que le choix ou plus aucun choix que de mettre la bière dans le radiateur. Je peux vous dire que ça sentait très Ouais, mauvais. j'imagine, ouais, la voiture elle La était bière bourrée, ouais. La bière à 140 degrés, mais on a réussi à ramener la voiture et le premier podium pour Hyundai à l'époque. Donc C'est pas mal. C'est des petites anecdotes comme ça. Les images de Thierry et son coéquipier qui défait tout le pare-choc avant et tout ça, un peu tous en speedé. On doit être de temps en temps, on doit être un peu mécano aussi, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le rallye, c'est que entre les spéciales, souvent on est moi et mon copilote nous-mêmes à faire des réglages sur la voiture, que ce soit la hauteur de caisse, des clics, des bar stops et de la précharge des diffs, etc. Tout ça on peut le faire sans avoir besoin de mécano, avec simplement quelques outils qu'on a dans la voiture. Et moi j'ai toujours aimé mécaniquer, donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant aussi. Et tu fais ça dans ta vie privée avec tes voitures que tu les tripotes un petit peu ou pas trop? Alors je dirais qu'il y a quelques années en arrière, oui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pas mal de voitures, pas mal de voitures de compétition d'ailleurs. Ouais. Principalement toutes mes voitures de début de carrière jusqu'à 2015 et 2014. Ah, donc tu les gardes après Je les rachète, oui. Ok. Certaines qui étaient à moi, je les avais vendues. Que j'ai pu récupérer. Et après, je les ai rachetés aux écuries pour ma petite collection. Il m'en manque encore quelques-unes aujourd'hui, notamment les Hyundai. C'est les seuls qui me manquent. Mais forcément, j'ai pas trop envie de les payer. Après 10 ans que je cours pour la marque. Ouais. Donc voilà, ça c'est tout en cours de négociation. Oui, bon courage. Mais après, je mécanique de temps en temps sur les voitures, oui. Où j'ai des buggy, des SSV. Oui, ça c'est un truc, tu le fais, c'est chez toi? Alors, on a les cross-cars, ça c'est les petits cross-cars de châssis tubulaire moteur-moto. Ça c'est une société que j'ai lancée il y a quelques années avec mon frère. Aujourd'hui, on vend 40 voitures par an à des particuliers qui veulent s'amuser en sport automobile. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait qu'on aille faire une fois. Ah, je suis trop chaud. Ça, je suis tous trop ensemble. chaud. Ouais. Et parce que ça pousse, hein, j'ai vu sur ton Instagram. C'est assez impressionnant, c'est des petits châssis tubulaires. On met un moteur de moto. À l'époque, on mettait des 600, des Yamaha R6 ou des Suzuki GSX-R. Aujourd'hui, la réglementation a changé. On met des 900 cm3, des Yamaha MT-09 avec 120 chevaux origine. Préparé, on a 155 chevaux, 345 kg, des pneus ultra tendres. Et une vraie voiture de compétition avec tous les réglages possibles comme sur une voiture de rallye, et c'est quelque chose qui est très amusant, qui coûte très très peu d'argent parce que la voiture aujourd'hui ça se vend aux environs de 40 000 euros, très peu d'entretien, donc ça c'est quelque chose qu'on a lancé, mais en plus oui, j'ai des SSV, des buggy Polaris, Can-Am, etc. Sur lesquels de temps en temps je bricole moi-même et que je fais des sorties dans l'arrière-pays ici pour m'amuser avec des amis, pour faire des belles randonnées. Et est-ce que, moi je me suis toujours demandé ça, il y a pas mal de pilotes qui habitent dans la région, les routes du rallye de Monte-Carlo, est-ce que tu te retrouves des fois à te dire je vais monter, faire un petit truc, non? Non, alors j'ai pas le droit d'aller sur des routes qui pourront potentiellement être des spéciales du rallye. En vélo, tu peux? Non. Même pas? Non, je ne pourrais pas. C'est qui contrôle ça? Ils sont là à l'année. Il n'y a pas vraiment personne qui pourra le contrôler. T'as les villageois qui te prennent en photo. Sauf à partir de... encore. Sauf à partir du moment où l'Automobile Club de Monaco, par exemple, il sort le bulletin numéro 1 qui donne les informations du parcours de l'édition 2024, par exemple, qui d'ailleurs il est sorti il y a 3 ou 4 mois. Là, à partir du moment-là, il est évident qu'il y aura des contrôles de temps en temps de la part de l'Automobile Club, des gens qui sont en train de préparer le rallye, qui sont dans les spéciales. Donc, de toute façon, dans ces situations-là, il ne faudra jamais que je me retrouve sur un bout d'une spéciale ou d'un bout de route qu'on sait que ça fera partie d'une spéciale du rallye. Entre-temps, c'est vrai que tant que le parcours n'est pas connu,
C'est très difficile à éviter si je dois Si t'as amener un pote. ma fille à un cours, de cheval dans l'arrière-pays. À un moment, il faut quand même que j'emprunte certaines routes. Donc. T'imagines? Ah, désolé, l'école de cheval, on va devoir changer. Là, ils viennent de sortir le programme parcours, pour le parcours je peux de pas y l'année aller. prochaine. Donc, Mais trop bien. Parce qu'en Belgique, tu t'es fait ton paradis quoi, de voitures, non? C'est ça que j'ai vu. T'as tes voitures de rallye, t'as les buggy. oui. Et pour toi, là-bas, c'est Ouais. la maison, quoi. Ben, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, j'avais construit un petit bâtiment pour ma collection de voitures, Ouais. qui consiste en gros beaucoup de voitures de compétition quand même. Après quelques voitures sportives, supercars comme on les a tous, comme on les aime tous. Ouais. Mais rapidement, ce bâtiment, on l'a transformé dans une usine Ok. de petits cross-cars. Parce que voilà, on avait envie de travailler, se lancer un peu dans le sport automobile, Ouais. faire travailler mes amis, ma famille d'ailleurs. Ouais. Mon père qui travaille là-bas, mon frère qui gère un peu les affaires, des amis à moi qui travaillent là-bas. Donc on avait lancé ça en 2017-18. Et aujourd'hui, il y a 11 personnes qui travaillent à plein temps. Et on ne cesse que de grandir. Donc, Trop cool. c'est Félicitations. c'est un peu ouais, merci. C'est un peu un hobby, mais un hobby qui prend énormément de temps et d'énergie pour le moment. J'avoue. Mais bon, je me suis lancé là-dedans et j'ai envie de continuer pour que ça soit une réussite. T'inquiète, nous, là, sur le propulsion, c'est pareil pour nous. C'est un hobby qui finit par nous prendre beaucoup de C'est ça. temps. Et est-ce que tu te retrouves quand tu achètes, parce que un pilote de rallye, tu as tellement de sensations au quotidien. Est-ce que quand tu vas acheter une voiture de route, tu essaies d'aller chercher quelque chose qui va être assez hardcore ou quoi, ou est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Tu as juste envie d'avoir un truc où tu as le CarPlay et le siège chauffé et le confort, ou les deux, ou ça marche comment pour toi? Et je dirais que j'étais plutôt sur les vraies sportives. Ok. Et j'ai toujours été un grand fan de la marque Porsche. Donc, Ok, tout ce qui est GT3 RS, Comprends parfaitement. etc. Ça a toujours été mon kiff. Et encore aujourd'hui, régulièrement, j'en sors une et je fais un tour. Et j'aime bien. Mais il est vrai qu'en même temps, de temps en temps, je me dis, si je dois faire vraiment 300 km de route, j'ai réfléchi 2 fois. Je dis, est-ce que je prends la GT3 ou je prendrais pas une voiture un peu plus confort? Ouais. Je pense même 5 ans en arrière, il n'y avait même pas de doute. Je savais exactement que j'allais partir avec la sportive. Ouais. Mais bon, Dans le confort. Ouais, je privilégie peut-être un peu plus le confort maintenant. Mais ça m'empêche pas de sortir de temps en temps les voitures. Tu voyages tellement que quand tu es là et que tu vas sortir une voiture, souvent ça va être le plaisir ou quoi. C'est ça. Ouais. Et puis il faut aussi que les voitures elles roulent de temps Elle en roule temps. un peu. Donc parfois je me sens obligé de les sortir sans rester quelques mois à ne pas bouger. Il est important de les faire rouler. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'il y en a, là, t'en as récemment, que t'as un coup de cœur ou une que tu recherches ou une que tu viens d'avoir où t'as vraiment eu un coup de cœur dessus? Alors, toutes les voitures m'intéressent. C'est ça Ok. mon grand problème. Donc, Ah oui, merde, ouais, c'est gênant, ouais. J'avoue. que ça soit une Aston Martin ou une Ferrari ou une Lamborghini ou une Porsche, elles m'intéressent toutes. Et tout de suite, je me dis, bon, combien ça coûte Et puis je regarde laquelle je préfère, laquelle je peux avoir, parce que ça devient de plus en plus bien sûr. compliqué. L'anecdote, je me suis battu pour avoir la Lamborghini Huracan Sterato. Ouais. J'ai réussi à l'avoir. J'ai énormément galéré pour avoir la 992 de Dakar. J'ai réussi à l'avoir. Ça te va bien. Ces deux-là, c'est les versions rallye, quoi. Donc, Quand j'ai vu que aussi bien Porsche que Lamborghini sortaient une voiture off-road, style rallye, je dis, s'il y en a un qui doit aller avoir les deux. exact. Donc, j'ai fait pour les deux.
T'as une préférence pour les deux? Alors la Dakar, elle n'est pas encore arrivée. Ah. Elle est livrée le 5. Donc, On fera un podcast le 6. donc, voilà, ça arrive bientôt. La Huracan, par contre, oui, j'ai déjà fait 3000 km avec. J'ai été sur le circuit avec, ce qui était une mauvaise idée. Ah ouais. Ah ouais. Ce qui était une mauvaise idée parce que les pneus, après 15 tours, ils étaient cramés. Mais je me suis quand même amusé. D'ailleurs, Et t'es bien quand même en voiture circuit ou... Alors avant j'avais une Huracan normale et j'ai pu faire la comparaison. Il est sûr que voilà, T'es bien plus haut. elle pousse un peu moins fort parce qu'elle a un peu moins de puissance. Et on sent la différence de 20-30 chevaux. Après je trouve que voilà, à force de prendre des vibreurs et de prendre les coupes comme moi j'aime bien faire en rallye, je trouve la voiture beaucoup plus confortable. Ouais. Après j'ai fait des grandes glissades jusqu'au moment où au Castellet ils ont mis le drapeau rouge. Non, Ils m'ont dit, il donnerait au coco. Là. on sait qui est au volant, mais on a peur que tous les autres essayent de faire comme toi. Ouais. Donc, merci de ne plus glisser. Mais jusque-là, je m'amusais vraiment beaucoup, mais au détriment des pneus qui avaient fortement souffert. Mais c'est une voiture que j'adore parce que même dans les routes de l'arrière-pays, elle est confort. On peut rouler à un bon rythme. Je ne peux pas dire que je roule vite, mais à un bon rythme. Ouais. Sans se faire surprendre par une bosse. On peut faire glisser légèrement la voiture parce que les pneus elles sont en flanc beaucoup plus haut, donc ça flotte un petit peu. Ouais. Et en fait, je me dis, en fait, tu t'amuses plus comme ça qu'avec une voiture qui paraît et qui saute dans tous les c'est sens. vrai, Parce que c'est vrai que les Lamborghini, des fois, tu peux pas prendre le dos d'âne parce qu'elle est trop c'est basse. Ouais. Tu dois faire attention parce qu'il y a du carbone. Là, Ici, elle est relevée de 40 mm. Donc, Il n'y a pas de carbone, non, c'est tout plastique en dessous. c'est aluminium, plastique. C'est en c'est effectivement. Il n'y a pas de carbone. Tu pleures un petit peu moins si tu touches. Quoi. C'est tout. Voilà, Tu vois le dos d'âne limite maintenant, juste pour faire le mec, tu sais, t'accélères, tu dis je le prends un peu plus vite. Effectivement, tu as plus de débattement. Donc la voiture, elle est très, 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 très amusante à conduire sur la route de tous les jours. Ouais. Et la Dakar, je vais la découvrir dans quelques semaines. Ouais. Bah, sur ces points-là, voiture préférée que tu aies jamais eue et voiture que tu rêves d'avoir. C'est dur comme question. Ah ouais, c'est clair. Il y a tellement de choix. Toi, je sais pas si on peut le dire, mais toi, tu as eu ou tu as une de mes voitures de rêve. Je sais pas si. La GT3 RS 4 litres. Oui. Ouais. Magnifique. Ça- 997. Alors, justement, Génial. j'étais en train de réfléchir si c'est ma préférée ou pas. J'ai très peu roulé avec parce que elle est de 2011, elle a seulement 8000 km. Ouais. Donc j'ai dû en faire 600 ou 700 avec. Et c'est vrai que je pense que c'est la plus pure des Porsche GT3 RS que j'ai conduite. Ça, il n'y a pas de doute. Après, si tu veux aller vite, c'est pas forcément celle-là qui est le plus adaptée pour aller vite parce que tu prends une 991 GT3 RS, tu as la PDK, Mais c'est plus rapide, mais c'est moins kiffant. C'est moins pur. C'est moins pur. Donc la 4 litres, déjà qu'elle est hyper belle, tout en blanche, avec les jantes blanches. C'est quelque chose. Après, est-ce que c'est celle que je préfère le plus? Je dirais que oui, parce que justement, parce qu'elle est plus pure, et puis c'est une voiture qui a quand même une certaine valeur aujourd'hui. Et je pense que c'est une des Porsche GT3 RS les plus recherchées aujourd'hui. La plus recherchée. Aujourd'hui, ça vaut dans les 400, 450 000 euros, si pas plus, pour des exemples très très peu kilométrés. Ça a déjà pris une cote énorme pour être une voiture de 2011. Et ça va continuer à le faire. Ça va continuer, c'est clair. oui. C'est pour ça que tu roules pas trop avec aussi. C'est pour ça que je roule pas trop avec, effectivement. Avec 8000 km seulement. Voilà, j'ai pas envie de lui mettre 15-20 000 km tout de suite. Je vais la garder de toute façon. Celle-là, c'est sûr que si un jour je devais en vendre, mais celle-là, je la garderai. Ils avaient fait une noire et une blanche, c'est ça? Ils ont fait blanche, mais ils ont fait peu de noir. Très peu de noir. Il n'y a pas beaucoup de noir. Blanche, moi j'ai blanche, jante blanche. Je pense que tu pouvais avoir blanche, jante noire. Ouais, il y avait peut-être une.
En tout cas, ouais, noir et blanche surtout. Ouais. Il y en a qui 600 qui ont été faites. Et puis C'est ce que 600, ok. Ouais. Ouais, c'est ça qui le est dernier moteur, l'aspect limité. Metzger aussi. Donc, Ouais, non, moi, t'inquiète, je suis convaincu de cette voiture-là. Mais je trouve qu'après Porsche, du coup, maintenant, ils en jouent trop. Parce que là, exemple, ils te sortent tous les jours un nouveau modèle Limité. Alors, quand ils en sortent un tous les 5 ans, ok. Là, j'ai l'impression que encore il y en a celle beaucoup. que tu as ramenée, là, La ST. Mais le problème, c'est que Porsche perd un peu de cet aspect-là, c'est qu'en fait, ils sortent plus vraiment de modèles limités, mis à part les ST, les SC, les choses comme ça. Mais la GT3 RS aujourd'hui, tout le monde peut en commander. Bon, ouais, ils vont te il y a dire un que tu délai. dois en acheter. Non, c'est clair. Je dis ça dans un sens où, si tu es un bon client et que tu veux faire une demande, tu Pas auras limité, sûrement une voiture. c'est pas on en fera Voilà. que 500. C'est pas quoi. on en fait 500 et voilà, vous allez. La ST, elle est limitée La ST, oui, est limitée, je pense. oui. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, tu sais que ça vend beaucoup plus Ferrari, je crois, hein, mais qu'ils vendent toujours plus des versions hardcore. Donc ils ont vendu plus de Pista ou ils ont plus de demandes en tout cas. Je sais pas Mais si ça, c'est clair. pour la Pista que pour la 488. Et le projet 488, le plus gros marketing de cette plateforme dans laquelle ils vont investir énormément, c'est la Pista. Donc, ils vont faire la version hardcore, limite, pour vendre aussi les autres. Parce qu'ils disent, il te faut l'autre pour avoir celle-ci ou quoi. Ouais, mais La SF90 XX, tu peux que l'avoir si tu as la SF90 normale. Ça, oui, mais la SF90XX, enfin bon, Ferrari commence, on va pas dire ça trop fort, mais il se moque un tout petit peu de la clientèle aujourd'hui parce que tu regardes la SF90XX, c'est beau, c'est magnifique. Mais la voiture, elle a 30 chevaux de plus que la version normale. Moi, je la kiffe. Elle est trop belle, elle est géniale. Mais après, tu commences déjà avec 1000 chevaux. Donc, Oui, si on t'en ajouter 200, tu finis. Mais elle fait partie elle fait partie de ce qu'on appelait le programme XX, qui est vraiment le programme de course de Ferrari pour ses clients qui veulent faire ça. Oui. Elles n'ont pas le droit d'aller aux événements XX, les SF90. Oui, peut-être le nom, il est un peu. Oui, ça porte un peu à confusion et à la fin de compte, tu te rends compte que oui, ils veulent en vendre. Donc bien sûr. Mais la différence, c'est que tu as quelque chose en plus. Alors que chez Porsche, ils te sortent une voiture exclusive, tu as les sièges qui ont changé, limite, tu n'as pas la radio parce que ça fait à l'ancienne, tu vois. T'as des trucs en moins, je trouve. C'est vrai, et je me suis déjà dit aussi, mais à un moment, moi j'aime toujours bien les voitures un peu exclusives et c'est toujours le kiff aussi d'essayer de l'avoir. Ouais. Mais à un moment, tu peux pas toutes les acheter. Je veux dire, il y en a tous les 3 mois, hein, il y en a une autre qui sort. Et il y a des budgets à 100, 150 000 euros d'écart à l'achat, donc je trouve ça énorme. Là, ça c'est pour moi juste il faut choisir sa voiture correctement. Oui, voilà. Tu penses de nouveau chez Ferrari une 812 Competizione et qu'ils ont limité à une centaine d'exemplaires pour chaque modèle. Incroyable. Ça, c'est le V12 incroyable ça prend déjà. Elle s'achète 650 000, elle se revendait au tout début, les slots se revendaient 1,2 million, 1,3 million. Je l'épouse. Et aujourd'hui, c'est encore plus. Donc ça, c'est des modèles qui sont... De toute façon, oui. Mais je dois le dire, il est quand même de plus en plus difficile d'avoir ce genre de voiture. Absolument. Il y a toujours des gens qui les achètent. Déjà, si tu es un bon client... Et déjà, chez Ferrari, si tu veux une SP1, une SP2, il faut que tu achètes toutes les Ferrari toute l'année, que tu revends après, pour avoir le droit d'avoir la SP1, la SP2, la SP3. Tu dois acheter la California T qui est dans le garage depuis 10 ans, qui a des centaines de milliers de kilomètres. Ouais, tu dois et je trouve ça un peu dommage. Et c'est la même chose des montres d'ailleurs. Quand on travaille dur et qu'on veut se faire un plaisir, et qu'on a l'argent... Et qu'on ne peut pas l'acheter parce que c'est relou, on n'a pas acheté toutes les autres voitures avant. Je trouve c'est triste. C'est dommage. Absolument. C'est dommage. Parce qu'il y a évidemment des gens qui ont énormément de moyens et qui peuvent acheter toutes les voitures et même 2 de chacune s'il faut. Mais je trouve qu'il faudra quand même laisser ce privilège aussi à des gens qui ont bossé dur, qui veulent se réaliser un rêve une fois peut-être dans leur vie. Et se dire, il y a plein de gens qui rêvent d'un jour avoir une Porsche. Ouais. Que ce soit une Cayman ou autre. Mais s'il y en a qui en travaillent dur pour avoir un modèle un peu plus spécifique, donnez-leur la chance, au moins à certaines, d'avoir cet accès. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Ils peuvent, mais ça coûtera le double, le triple du prix, quoi. Mais surtout ça le problème. Surtout que Porsche, ils refont des anciennes séries. Alors que quand ils sortent Ferrari, une nouvelle série un peu fun, etc., qui est déjà dans les 600 000 euros,
tu sais que pas tout le monde peut l'acheter. Par contre, Porsche qui sortent une voiture à 200 000 euros, mais qui sortent la série à 350 000 euros, Ouais. enfin, je trouve que ça va pas. Ou alors une fois tous les 5 ans. Ouais, Tu vois, oui, pour montrer ce côté un peu puriste. Est-ce que. On va voir la GT2 RS. Là. Ça va Ouais, être ça va intéressant. être, ça va être cochon, ça. Ça va être Ça pas va être mal. intéressant. Est-ce que. Là, j'ai une question. Est-ce que si un jour on te proposerait d'être impliqué dans le développement d'une voiture, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Et qu'est-ce que tu ferais, toi? Si là, tu développais. Je sais que c'est une énorme question, on pourrait passer 1h30 dessus. Mais est-ce que tu partirais plus sur, par exemple, une resto mode d'une classique à la Singer, quelque chose comme ça, ou sur Non, une ça, non. moderne, Ça, non, ça sera plus une un petit moderne. hatchback ou un. Moi, ça sera plus une moderne. Bon, après, je suis quand même pilote Hyundai, donc Ouais. parlons un peu de là-bas. Ouais. j'ai fait du développement, je veux dire, mais des petits développements pour eux, Ok. uniquement sur le travail du traction control, du l'ESP sur les lacs dans les pays nordiques. Donc j'ai fait ça un petit peu pour la i20 et la i30. Et j'avoue que Super voiture, hein. Franchement, les deux. c'est un travail amusant. Maintenant, si on me dit de faire ça pendant 2 mois, je dis non, pas vraiment, parce que Ouais. moi, je suis bon pour faire ce travail pour que la voiture elle soit la plus rapide à la fin possible, mais elle ne sera pas forcément la plus Sécurisé, ouais. la plus sécurisée pour les gens qui n'ont pas le même don et la même expérience que j'ai. Donc je pense que ça partirait un peu dans la mauvaise direction. Et même pour toi, ça doit être un peu limite frustrant de ne pas pouvoir la pousser jusqu'où tu as envie de la pousser, Oui. quoi. Mais ça doit quand même être un sacré truc de pouvoir être impliqué dans le développement. Moi, je ne saurais pas du tout. C'est un vrai travail. Et c'est des gens qui font ça aujourd'hui. Ils ont énormément d'expérience là-dedans. Ouais. Ils sont passés différentes phases avant vraiment pouvoir valider à la fin, avant la sortie de la voiture, les derniers réglages. Aujourd'hui, la plupart des choses sont quand même réglées par un ordinateur. Donc, ça demande, C'est vrai. ça demande un vrai investissement pour à la fin avoir un produit pointu, sécurisé, fiable et Et toi, tu as cet aspect aussi qui est intéressant, c'est que tu sais parler à tes mécaniciens, à tes ingénieurs, à ces gens-là, tu sais comment leur parler et leur faire sentir ton ressenti dans la voiture. Tu sais ce qui va pas, tu sais à plein de niveaux. Or, il y a plein de pilotes aujourd'hui, ils rentrent dans une voiture, ils en sortent, mais ils savent pas vraiment tout ce qui se passe. Je pensais que tout le monde savait, moi. Ah non, loin de là. Mais il y en a qui sont plus spécialisés, et que tu me corriges si c'est faux ce que je dis, mais il y en a qui arrivent vraiment bien à communiquer à leur écurie ce qu'ils veulent. Du coup, le setup, ils sont très forts sur le setup. Et il y en a qui n'ont pas ce côté-là, qui arrivent à s'adapter plus au setup des autres plutôt que de donner leur setup, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Toi, tu as fait une certaine formation mécanique ou alors ingénieur ou quoi que ce soit? Absolument pas. Moi, j'étais tourneur-fraiseur. Moi, j'ai fait ça qu'une année. Mais c'était pas du tout pour moi. Mais j'ai fait ça une année. J'ai travaillé au Luxembourg, donc je veux dire, même si je considère qu'aujourd'hui je travaille, le vrai travail de 8h au matin jusqu'à 17h au soir, je l'ai fait qu'une année. Mais bon, ça c'était une phase de transition pour moi à l'époque. Aujourd'hui, on était où encore? C'était quoi la question, la dernière question que tu as posée? Toi, tu restes. Moi, je l'ai perdu. Non, si toi, tu avais fait une préparation. Ah ouais, c'est ça. Moi, ça m'arrive tout le temps aussi. Je suis là, en fait, je vais où là? J'ai pas fait d'école technique ou autre. J'ai juste appris par moi-même à bricoler sur mes voitures. À un moment, je ne me suis jamais lancé dans le moteur. L'ouvrir, le démonter, sans problème. Le remonter. La boîte de vitesse, j'ai fait et j'avais toujours les 5 vitesses en avant, la marche arrière lorsque je l'ai remonté. Donc, a priori, ça allait. Travail bien fait. C'est plus que moi en tout cas. Et est-ce que, pour revenir un peu au rallye, encore une question, mais moi ça m'intéresse de fou. J'étais au rallye de Monte-Carlo et j'imagine que ça doit être dans tes meilleurs souvenirs en rallye. Mais est-ce que c'est ce que tu mettrais comme ton
ton numéro 1 souvenir, ça serait ta première victoire, ça serait une victoire qui était particulièrement mal partie au début ou quelque chose comme ça? Non, c'est difficile à dire. Le Monte Carlo, c'est le plus prestigieux de tous. C'est celui que tout le monde veut gagner. C'est comme le Grand Prix, hein, à Monaco. Pourquoi tu dirais spécifiquement celui-là? Qu'est-ce qui le rend c'est le début quelque part, c'est un peu le début du rallye. C'est l'histoire du rallye. Puis voilà, Monaco, Monte Carlo. Deuxième Belge à l'avoir gagné. À ce que j'ai lu. C'est possible, je sais même pas. Oui, exactement. Mais il y a très très longtemps, effectivement. C'était pas les championnats du monde à l'époque, mais effectivement, quelqu'un a gagné le rallye de Monte Carlo en Belge. Notre Cédric, il est plus âgé, il y était déjà lui ensuite. Non, même lui, il était pas. Par contre, il y a la Formule 1, donc voilà, l'Automobile Club de Monaco, c'est quand même un club très prestigieux. Donc tout le monde veut le gagner, c'est évident. J'ai réussi de le gagner et j'ai fait plusieurs fois le podium. Donc voilà, c'était un des objectifs atteints. Après, on rêve tous de gagner le rallye de Suède parce que le rallye de Suède, il y a très peu de pilotes non nordiques qui ont réussi à gagner ce rallye. Et dont je fais partie, donc je suis très fier par rapport à ça. Après, moi, j'ai jamais, et ça peut sembler bizarre, mais moi, quand je gagne un rallye, je dis, voilà, je fais le boulot, j'ai gagné, c'est bien. Et je ne veux pas me dire, waouh, génial. J'ai jamais eu cette émotion de me dire, waouh, je suis fier de ce que j'ai réussi. Mais ça m'est arrivé une fois, c'était au rallye de Sardaigne en 2018, j'étais en bagarre pour le championnat avec Sébastien Ogier. On se battait pour la victoire du rallye. Et j'étais en train de reprendre la tête du rallye avant la dernière spéciale. Dans la 20e spéciale, je reprends la tête et il restait une spéciale. Et entre les deux spéciales, on avait un groupe et j'étais déjà dans le regroupe quand Sébastien arrive et il se rend compte qu'il a oublié sa carte de pointage à l'arrivée de la spéciale d'avant. Donc, en gros, grosso modo, ça veut dire que tu es hors course. Si le copilote n'a plus sa carte de pointage avec lui, tu es hors course. Donc, a priori, il aurait dû être hors course. J'aurais dû gagner le rallye. Alors, il y a une des voitures suivantes qui a pris sa carte de pointage à l'arrivée de la spéciale précédente, qui lui a amené au regroupe avant la Power Stage. Et on l'a aperçu, donc forcément, on a porté réclamation. Malheureusement, ça n'a jamais été plus le même. Il aurait dû être disqualifié. Bref, on fait la dernière spéciale. Je gagne le rallye quand même. Forcément, il y avait une certaine rage et envie de gagner. Je gagne le rallye pour moins d'une seconde, je pense. Et c'est la première fois que j'ai ressenti une certaine fierté d'avoir remporté ce rallye. Ça m'était jamais arrivé comme ça avant. Et ça restera toujours un très bon souvenir. Malheureusement, sur ce fait-là, je perds le championnat parce que la dernière course en Australie, fin de l'année, on était toujours tous les deux en bagarre pour le championnat. J'étais en tête, ou j'étais pas en tête du rallye, mais j'étais devant lui. Et je suivais l'objectif avant d'avoir une crevaison qui me coûte le titre. Mais il est évident qu'avec cette histoire de la Sardaigne, j'aurais pu remporter mon premier titre. Donc, j'ai toujours un peu un goût amer de ça. Après, voilà, la vie continue et ça m'a pas empêché de mal dormir, mais je me dis quand même que voilà. C'était un sacré feeling, quoi. Ouais, mais c'est sûr que tu dois toujours avoir ses hauts et ses bas et même ces relations qui doivent être, je sais pas, mais ça marche comment entre pilotes de rallye, les relations, tes potes avec les autres pilotes, pas trop, ces relations de travail ou c'est plutôt. Non, c'est pas super tendu, non. Ça peut l'être par moment. Mais qu'avec certains pilotes et forcément ceux avec lesquels on se bat pour le championnat. Après, je pense que voilà, il y a dans tous les sports, il y a des moments de tension. Je pense que d'ailleurs, il en faut. Bien sûr. Il en faut pour faire vivre le sport aussi. Je pense que même en rallye, parfois, il en manque. Il y en a eu beaucoup lorsque Sébastien et moi, pendant 4-5 ans, on se battait régulièrement pour le titre tous les deux. Il y a eu énormément de moments de tension. Et voilà, donc ça animait pas mal le championnat. Entre nous, c'était un peu plus tendu, mais on se respecte l'un l'autre pour les capacités de chacun et pour
cette envie de vaincre et de gagner, et pour tout ce qu'on a fait. Ouais, mais il n'y avait pas la bière après le rallye, quoi. Là, on l'a jamais eu, non. Ouais. Et ce qui est Peut-être drôle, un jour. hein. c'est qu'en F1, quand ils sont les 3 sur le podium, avant ils rentrent dans une salle. Et ils doivent parler, alors même s'il y en a un qui a fait un la coup de grille, classe, machin, c'est grave gênant. Enfin, tu vas être là. Mais je me rappelle, il y avait eu Hamilton, Rosberg, Ouais. où il y avait des moments où tu regardes et Ils se c'est parlaient. gênant Ouais, à ouais, regarder. ouais. Ah, Ils se mais il y a détestent, pas. ils sont là. Ça serait drôle en vrai, peut-être un rallye de faire. Ouais. Peut-être toi t'es pas trop Bah, bon. mais- ça arrive régulièrement. Forcément, quand on est sur le podium, on se voit. Et forcément, quand on perd le rallye pour peu, on n'est pas content. Mais encore une fois, il n'y a pas cette bagarre sur piste. Donc, quelque part, parfois, je peux en vouloir à moi de ne pas avoir été plus vite pour été chercher. Parce que, in fine, c'est rarement la responsabilité de l'autre que je perds. C'est qu'il a été plus vite que moi, tout simplement, dans les spéciales. Il a peut-être fait des meilleurs choix de pneus. Il a certainement essayé d'influencer moi ou quelqu'un d'autre pour qu'il fasse une erreur ou qu'il soit déstabilisé mentalement. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, de la compétition. Et toi, t'as l'air d'être très, tu vois, rationnel, calculé dans tout ce que tu fais. Donc j'imagine tu arrives aussi de faire la part des choses. Tu vois, tu arrives et tu dis, bon, ben, la prochaine fois, il faut que je revienne plus fort. C'est un don que j'ai toujours eu et ça m'a vachement facilité certaines choses, notamment avec les médias aussi. En Belgique, on a comme une média très difficile. Ah ouais, je ne savais pas. J'ai été... Je ne dirais pas que j'ai été épargné, mais j'ai pas connu le pire non plus. Mais aujourd'hui, bon, il y a des joueurs assez soutenus, je trouve, en Belgique, quand même. Ça dépend. Ça dépend. C'est des hauts et des bas. Ça sent la petite histoire croustillante. Non, mais c'est voilà. Je pense que moi, je le dis ouvertement. Je pense qu'aujourd'hui, la vie des médias, c'est vachement compliqué. Elle est devenue de plus en plus dure. À cause de vous, en partie. Oups. Sorry. À cause de vous, en partie. Mais on sent que voilà, les médias, surtout la presse écrite, a du mal aujourd'hui face aux influenceurs, les réseaux sociaux et autres. Mais elle est toujours présente. Elle existe toujours. Et pour que les gens s'intéressent à ce qui est écrit, il faut créer le buzz. Il faut créer le buzz. Donc la moindre des choses, il faut faire un titre. Super accrocheur. Ouais. C'est vrai. Le titre doit être super accrocheur. Après, quand on va lire le texte, on se dit peut-être, finalement, c'est pas si grave que ça. C'est un peu dommage parce que ça reflète souvent pas la vérité. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lisent que le titre. Ils vont même pas à lire l'article. Un exemple de ça, j'avais lu, pour préparer ce podcast il y a quelques temps, j'avais lu un article dans La Libre qui vient un gros titre, Neuville et son coéquipier ont une amende de 10 000 € pour non-pointage, un truc comme ça. Et c'était vraiment le gros titre et tout ça. Et tu lis l'histoire et en fait, c'était juste parce que ton coéquipier avait oublié de donner le carnet ou quoi. C'est ça. Et c'est tout ça, tous ces titres pour faire sortir. Mais il y avait une amende. À la fin, il y a eu une amende, je pense, oui, mais c'est pas moi qui devais la payer, du coup. Nickel. mais bon, à la fin, c'était un titre pour une petite histoire. C'est ça. Et c'est souvent comme ça. Et quelque part, c'est dommage, mais c'est pas que de leur faute non plus. Voilà, je pense réellement que pour eux, la vie est devenue de plus en plus compliquée. Donc ils cherchent à créer le buzz. Et puis, il y a une responsabilité chez les gens aussi, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils regardent les titres et à la suite, après, on lit même pas le texte. Donc, moi, parfois, je suis pareil. Je suis les news, je dis, wow, qu'est-ce qui s'est encore passé ? Mais je vais pas forcément chercher plus loin. Je vais voir un copain, je dis, tu as vu qu'est-ce qui s'est passé pourtant, j'ai pas tous les détails, mais je lui fais l'histoire. Tu t'imagines le truc après, tu dis, mais je suis sûr qu'en si fait. c'est écrit comme ça, ça doit être comme ça. Voilà. Donc, voilà, je leur en veux pas trop. Et niveau vie privée, est-ce que tu as pu garder quand même ta vie privée très privée, ou est-ce que les médias, justement, ont sorti des trucs où t'es... Parti. Je veux dire, j'ai rien à cacher. Il est évident que quand on est belge et quand on vient à Monaco, ça crée des histoires. Donc ça crée pas mal d'histoires. Je suis jamais vraiment trop rentré dans le jeu.
Voilà, aujourd'hui, c'est mon bon droit de montrer quand je suis à Monaco et que je me balade à la plage. Voilà, c'est ma vie aujourd'hui. Je suis installé ici. Ma femme, mes enfants vivent ici. Et je passe mon temps libre ici. Donc, mais c'est vrai qu'au début, il y a de la jalousie. Ouais. Il y a de la critique. Pour ceux qui disent que voilà, on quitte le pays, on ne soutient pas le pays et autres. Ouais, bien sûr, mais bon, après, il y aura toujours. c'est normal. Mais moi, j'ai pris ce choix dans la vie et je suis aujourd'hui convaincu que je fais le bon choix pour moi, pour ma famille, pour la sécurité à nous, parce qu'aujourd'hui, je pense que Monaco, c'est encore un des seuls endroits où on se sent réellement en sécurité. Et quand je suis en voyage, je ne crains rien parce que je sais que ma famille, mes enfants sont en sécurité. Ouais, c'est important. Et ça, c'est important. Absolument. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, et c'est vrai que la média, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le rallye part aussi dans une autre stratosphère de tout ce qui est média en termes de séries ou quoi que ce soit. Ce côté-là, quand même, évolue. On le voit avec les pilotes de F1 maintenant, où tous les gens ont envie de savoir tout sur la copine de ci, de ça, de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire. Et ça, c'est quelque chose où en vrai, les pilotes, que ce soit un rallye ou sport de circuit ou n'importe, sont pas entraînés ou préparés à ça. Tu vois, si tu vas aller être acteur ou chanteur, il y a littéralement des écoles où ils te mettent dedans. Ils disent, toi, là, dans un an, tu vas être mondialement connu. Donc, voici ce que tu peux dire, faire, pas faire, etc. Souvent, ils vont aussi avoir déjà vécu. Ils vont avoir 30 ans, 35 ans. Donc, ils ont déjà créé leur personne. Ouais. Quand tu es athlète, même dans d'autres sports, foot, tennis, etc., tu démarques jeune, pas préparé au truc. Et ça arrive comme un tsunami, il faut être prêt un peu à l'accueillir. Donc... pour moi, ça n'a jamais vraiment été le cas et je pense que ça n'arrivera pas aussi vite. Mais clairement, on l'a vu avec la Formule 1 ces dernières années. Je pense que la vie privée des pilotes a dû changer. Je dirais... Il y a des plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de négatifs aussi. Ah, c'est clair. Quand Charles Leclerc envoie un message pour dire que les gens le laissent tranquille. En bas de chez lui. Là, en bas de chez lui. À Monaco en plus. À Monaco donc, en plus, ce qui est déjà rare, mais là, voilà. Donc je pense que ça n'a pas que des avantages. Encore, je pense que même les pilotes de Formule 1 ou les joueurs de tennis et autres, à Monaco, ils ont encore cette liberté d'aller faire des courses aux métropoles. Sans qu'on leur saute dessus et qu'on veut faire des photos avec eux. Mais donc c'est un grand avantage. C'est un avantage. Mais pas de paparazzi aussi, c'est un aspect auquel nous on pense pas vraiment, mais en tant qu'être une personnalité, c'est quelque chose auquel tu penses beaucoup. Mais toi, ça t'a jamais gêné, Emric. Moi perso, je marche tranquillement. Mais moi, je pense quand même que depuis que il y a eu Netflix et autres, je pense quand même que pour un Max Verstappen aujourd'hui, quand il va manger à un restaurant à Monaco, qu'il soit avec des amis ou avec sa famille, il y a quand même 10 tables autour qui doivent le regarder manger sa pizza et sa glace. Donc il ne faut pas qu'il bave et t'imagines. Et qu'il aille des crasses dans les dents en partant du restaurant. Moi j'ai joué au paddle à côté et je peux te dire qu'il m'a regardé plus moi que lui. Lui il était choqué, il a dit putain c'est Emric Pitt de Propulsion Podcast. Il est plus fort que moi. Il joue très bien. J'ai joué avec eux il n'y a pas longtemps. Moi je quand même. J'ai quand même regardé. Est-ce qu'il est meilleur que moi ? Ouais, je suis mieux quand même. Je verrais bien sur un terrain ensemble. Je pense pas. Non, mais c'est vrai que c'est un sacré truc auquel il faut réfléchir dans le sport auto et la gestion aussi de boulot, vie privée qui doit être super compliqué parce que tu voyages, tu disais 220, 230 jours. Un peu moins maintenant, mais avant, oui, effectivement. Ça 220 jours par an. Tu deviens un expert de comment gérer le jet lag et tout ça ou... Est-ce que tu as des techniques que tu peux nous donner là ? Oui, et je pense que j'ai la bonne technique. Je prends toujours un vol de nuit pour arriver tôt le matin sur place. Et après, je ne vais pas dormir jusqu'à 2-3 heures du matin. Et après, je suis tellement crevé que au moins garantie 5 heures de sommeil, voire plus. Et ça, je le fais à chaque coup. Et 9 soirs sur 10, ça fonctionne. Vous savez quoi faire maintenant, la famille. Voilà. La journée est longue. Quand tu arrives à 6h, 7h du matin, je l'ai encore fait là à Tokyo. Je suis resté 2 jours à Tokyo avant la course. On est arrivé à 6h40 le matin. Je suis
peux aller dormir jusqu'à 2-3 heures du matin. Et que 2 jours avant la course. Ouais, parce que. 2-3 jours. Ouais. Parce que quand même, faut s'y. Moi, je suis pas sur un circuit, mais quand je voyage, même si c'est juste pour faire un vlog, tu vois, j'ai envie de me reposer un peu avant. Et évidemment, mais une fois que la course a commencé, c'est plus facile que. Ouais, c'est l'adrénaline après qui t'oublie limite l'heure où t'es. C'est toujours plus dur quand tu reviens, parce que quand tu reviens, en fait, tu t'en fous. Parce que tu dis, je reviens, c'est bon. Et alors, tu fais beaucoup moins attention. Et même si tu es fatigué l'après-midi, tu te couches 2 heures et après, tu es complètement décalé. Et pour toi, en rallye, est-ce que tu as des héros qu'à travers maintenant, tu as pu rencontrer ou rouler avec ou faire des choses avec des personnes que tu admirais quand tu étais jeune, quand tu remontais dans le rallye? Ça ne doit pas être que des gens de rallye, hein, des personnalités sportives. Ah ouais, ça c'est cool aussi. Si tu t'es retrouvé dans une salle avec quelqu'un. Piège. J'ai pris l'ascenseur avec Michael Jordan. Ben non, ça j'ai pas fait. Alors, j'ai certainement eu des rencontres, mais que moi j'oublie vite. Donc, je me souviens pas maintenant. Je me souviens quand même une fois avoir eu, à la Formule 1 de Monaco, avoir rencontré... j'ai oublié le nom. Le mec qui a sauté de la... Baumgartner. Félix Baumgartner. Ah, le gars qui a sauté de l'espace. C'est ça. Ouais. Ça, alors, j'avoue que j'ai fait une photo avec lui. Que lui qui a fait ça. Donc. Et j'ai eu des frissons. Je me dis, t'es quand même à côté d'un mec qui a sauté de l'espace. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Donc, je ne vais jamais oublier ce moment parce que ça m'a fait des frissons. Ouais. Je me dis, en plus, c'était assez récent. C'était il y a l'année d'avant ou quelque chose comme ça qu'il l'avait fait. Et en plus, il était passé pas loin du fin désastre. d'année qu'il l'a fait, ou en janvier qu'il avait sauté. Ouais. Je sais plus. Bref. Donc, c'était très récent. Et j'étais à côté de lui, j'ai toujours la photo. C'est impressionnant. Ouais. Étant un athlète, tu fais partie de la famille Red Bull, on va dire. Donc tu dois rencontrer pas mal d'autres athlètes Red Bull, j'imagine, sur des événements, des choses comme ça. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, on va dire, ou comment Red Bull est arrivé dans ta vie? Alors Red Bull, comment est arrivé Red Bull? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parce qu'il y a énormément d'athlètes Red Bull. Clair. Alors, il y a la filiale en Autriche, et puis après, il y a toutes les petites succursales, on va dire. Oui, les petites filiales dans les pays. Il y a Red Bull en Belgique, etc. Alors, moi, quand j'ai joint Citroën Racing au championnat du monde des rallyes, à l'époque, l'UP roulait encore, ma voiture était payée en grande partie par Red Bull. Donc forcément, ma voiture, elle était full Red Bull, j'étais branding du tête aux pieds Red Bull, et j'ai fait connaissance avec les responsables du sport automobile Red Bull. Ce programme était géré par l'Autriche, donc forcément j'avais eu les bons contacts, ils ont apprécié ce que j'ai fait, et alors j'ai toujours gardé le contact, et depuis là j'ai toujours été... avec Red Bull, hein. J'ai toujours été avec Red Bull. Il y a eu une année d'exception où j'ai joint Hyundai, et Hyundai ne voulait pas de Red Bull parce que Red Bull était aussi avec Volkswagen à l'époque, et voilà, ça a duré une année. Après, j'ai pu les convaincre. Ouais, parce qu'il doit avoir une gestion quand même des sponsors, quand même, de qui peut travailler avec qui. Tu as tes sponsors perso, puis il y a les sponsors des écuries. Oui. Et ça doit être... Mais c'est pas toi trop qui gère ça, tu as un agent qui... Non, oui. Et effectivement, j'ai un agent, et c'est d'ailleurs lui qui, chaque année, renouvelle avec Red Bull aussi. J'ai quelques partenaires, mais aujourd'hui, j'avoue que je mets beaucoup moins de focus sur la recherche des partenaires parce que ça prend du temps. Quand on a des partenaires, il y a des événements, il y a des obligations. J'avoue que j'ai de moins en moins envie de faire ce genre de choses. Je préfère être à la maison avec ma famille. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je voyage moins aujourd'hui. C'est que voilà, j'ai quelques partenaires qui me demandent pas trop de temps sur l'année. Et après, je dirais que Red Bull, c'est celui qui demande le plus d'engagement parce qu'effectivement, on fait des événements avec les athlètes qui sont soutenus par la Red Bull Belgique. On fait des événements, on se rencontre, des trucs fun, hein, souvent. Mais Red Bull, c'est ce qu'ils ont construit quand même dans ce milieu-là, c'est impressionnant. Et ça doit être une fierté d'être un athlète
et d'être mis dans ce pool d'athlètes et d'être. Ça l'a toujours été et je suis encore fier aujourd'hui de pouvoir porter leur couleur. Et puis j'aime bien le Red Bull aussi. Donc, ouais, bah, ça tombe bien, parce que si t'avais pas. Et ils font des beaux pulls. Et en parlant d'habits, on va faire une petite pause publicitaire pour nous-mêmes là, parce que nous aussi on a une fierté dont on veut vous parler. Vous avez peut-être remarqué depuis le début de cet épisode que Aymeric et moi portons des t-shirts Propulsion qui sont déjà disponibles maintenant en ligne sous le lien qui va être dans un coin là peut-être ou dans la description en dessous. Alors malheureusement on voulait t'en offrir et Cédric aussi on voulait t'en donner. Ils sont pas encore prêts, tous. Mais je reviendrai, pas de problème. Ouais, voilà, reviens. Ah oui, et la casquette, ouais. Et montre l'arrière de la casquette. En tout cas, je trouve ça très réussi. Je sais que si Raoul, il voit ça, il pense tout de suite à faire des donuts dans le petit rond-point. C'est sûr, Raoul, il va vouloir faire des donuts. Et derrière, regardez, il y a écrit « You drive me crazy ». Un petit jeu de mots. Regardez. Tada! Ah, c'est original. Voilà. Mais en fait, on n'en a que 2 parce que là, c'est les samples. Et vous, quand vous allez voir cet épisode, on aura la production finale. Et on a décidé à la fin de faire de la bonne qualité. Ça va être fait au Portugal. Et on a tenté d'autres trucs qui étaient moins bonne qualité. Et donc, ceux qu'on a, nous, c'est des samples qui ne sont pas à la qualité de rêve. Partout, moi, depuis tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, ceux que vous pouvez maintenant avoir en ligne, c'est vraiment la qualité extrême. Et on voulait avoir quelque chose de très cool pour vous. Donc, ça va être... limiter le stock, donc si jamais ça vous chauffe d'avoir pris ça. des grandes marques, tout est limité, attention. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, on a. Je vais mettre mon ordi, je vais attendre. Allez, parfait. Donc, si vous voulez porter pareil que Thierry, déjà il y a les affaires Red Bull et ensuite il y a les affaires propulsion, mais tout est dispo là. Et ah oui, on a aussi des stickers. Pardon, j'oublie. J'ai Joe. Ah, le stagiaire, quand même, il est bon. Hein. T'as vu, il m'envoie les trucs. Donc, on a les stickers si vous voulez mettre sur votre voiture. Si vous écoutez Propulsion en faisant de la route, il y a les petits stickers, il y a les grands stickers. Et on a même qui va s'afficher sur l'écran maintenant le A Propulsion. Vous avez vu ça? Donc, on a repris le A de apprenti. Il y en a peut-être un là qu'on peut nous passer. Et on a mis notre logo Propulsion. Donc, si on est un apprenti du podcast, vous pouvez mettre le A sticker. Propulsion. A Propulsion. C'est beau ça. Hein, on a essayé d'être un peu créatif. Et regarde, on en a. Si tu veux, tu peux mettre le A Propulsion sur ta voiture de rallye la prochaine fois. Au rallye de Monte-Carlo. Le rallye de Monte-Carlo, c'est dans les couleurs, tu vois. Ça serait tout bien, ça. Non, mais franchement, voilà la petite pause publicitaire qu'on voulait vous caler à la fin, mais ils sont là. Et sur ce, on va devoir finir cet épisode. Mais Thierry, merci énormément d'être venu passer du temps avec nous. Merci à vous, ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine, mis à part de gagner un championnat? C'est tout. Le reste, c'est déjà fait. C'est tout. C'est l'objectif. Et voilà, j'ai déjà hâte d'être au départ. Ça sera pour bientôt. On a encore quelques séances d'essai cette année. On débute, je pense, le 10 janvier avec les séances dans la région ici. Donc, j'ai hâte de recommencer la saison. J'ai encore, je pense, quelques années devant moi, donc je vais pleinement en profiter avec toujours l'objectif d'aller chercher la couronne. Et nous, on sera là, on se fera les cheerleaders sur le côté à danser pour toi avec les panneaux et on viendra faire du buggy aussi. Ça a l'air d'être un super truc. Mais non, franchement, un plaisir d'entendre toutes ces histoires. Et à l'occasion, il y a plein d'autres questions qu'on voulait te poser. On n'a pas eu le temps et on pourrait se refaire un épisode. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir écoutés ou regardés. Bien sûr, Propulsion Podcast, dispo sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais pas sur iTunes. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de podcast sur iTunes parce que si un jour on doit y être, ils ne vont plus nous vouloir. Mais la famille, merci, abonnez-vous et surtout on va aussi mettre les liens pour suivre Thierry en dessous. Donc allez suivre ses pages sur les réseaux pour suivre toute l'histoire à travers la prochaine saison. Merci la famille. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.